Bonjour et bienvenue sur le plateau de Backstage, votre rendez-vous musical de la semaine. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée à un genre musical vieux de plusieurs siècles, dont les chefs-d'œuvre sont innombrables et les compositeurs universellement connus. Je veux bien évidemment parler de la musique classique. Mozart, Vivaldi, Beethoven nous fascinent depuis toujours. De nos jours, le grand public a tendance à rejeter cette musique, la jugeant dépassée, ringarde ou destinée à une élite. Comment peut-on donc transmettre cette passion, notamment à un jeune public? C'est ce que nous allons voir avec notre premier invité, Marc-Olivier Denat. Marc-Olivier Denat, bonjour. Bonjour. Vous êtes violoniste à l'Orchestre national de France, professeur et chef d'orchestre au Conservatoire du 16e arrondissement. Nous avons eu le plaisir de vous suivre lors des répétitions avec l'Orchestre des apprentis du Conservatoire Francis Poulenc. Ça a été une grande aventure pour eux et on regarde tout de suite les images. Je m'appelle Marc-Olivier Denat, je suis violoniste à l'Orchestre national de France, professeur de violon au Conservatoire du 16e et de classes d'orchestre, plus particulièrement d'orchestre de 3e cycle et de fin de cycle du Conservatoire du 16e arrondissement. Le projet des apprentis du National, c'est de réunir un orchestre et de le suivre pendant un an à travers un concert à Paris et des concerts en tournée avec l'Orchestre national de France. Et le principe de suivre ces jeunes étudiants, c'est qu'ils sont encadrés tout à fait régulièrement dans des répétitions partielles par des musiciens de l'Orchestre national de France. Ils viennent à tour de rôle les faire travailler, leur donner des conseils, de coups d'archet, de doigté pour les violonistes, même parfois de matériel pour les instruments à vent, aussi pour les percussionnistes, par exemple, d'emplacement sur scène, de savoir enchaîner les instruments les uns après les autres, etc. 1, 2. Continue. 1. La CHAM est une classe horaire aménagée où on a cours le matin au lycée, à l'école, etc. Et l'après-midi, on a cours au conservatoire avec la musique, etc. Donc, cette filière a plus de musique, et on n'a pas SVT, des trucs de sciences, etc. Je pense qu'une CHAM en lycée, c'est faisable. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'ambiguïté du travail scolaire qui doit se faire tout aussi bien que le travail musical. Et c'est un peu frustrant quand on sait qu'on ne va pas passer sa vie à faire l'informatique ou à faire la littérature. Et qu'on va passer sa vie sur un instrument. C'est vrai que l'instrument, surtout le violon, demande beaucoup de travail à 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est là qu'on commence réellement à s'affirmer et qu'on a besoin de 4, 5 heures, 6 heures de travail par jour. Donc en fait, le samedi après-midi, c'est des journées de travail par pupitre, ce que nous appelons dans le jargon du métier de musicien, le travail par pupitre, c'est-à-dire par section. On va prendre les premiers violons et on va travailler la partition, la ligne sur la partition d'orchestre, la ligne spécifique des premiers violons, des seconds violons. On a divisé aussi, vous avez pu entendre alto, violoncelle, contrebasse et clavecin. Et puis, vous avez entendu dans une autre salle les vents, c'est-à-dire hautbois, flûte, clarinette, basson, et aussi cor et trompette. Ça permet d'effectuer un travail plus en profondeur, d'aller au fond des choses techniques, et ça permet de bénéficier des conseils des musiciens de l'Orchestre national qui ont un savoir-faire sur
sur la pratique orchestrale et par exemple sur les coups d'archet dans les pupitres de violon, dans les pupitres de violoncelle pour trouver la bonne couleur par rapport à la phrase qu'on est en train de jouer, par rapport au compositeur. Ok, ça, il faut le régler ça. 27, c'est vraiment... La levée de 28, pipa. J'ai toujours adoré tout ce qui est musique d'ensemble, puisque c'est humain, je trouve, de s'écouter les uns les autres, de jouer ensemble, d'avoir un but qui est commun à tous et qui ne peut être accompli que si tout le monde fournit le même effort. On peut avoir en fait des difficultés, tout le monde va avoir des difficultés. Les trompettistes, par exemple, ils vont avoir, par exemple, un corps, il va avoir un petit peu de difficulté à monter. Trompettiste, il va falloir baisser un peu la vitesse. Donc c'est vraiment un travail d'ensemble. C'est savoir jouer avec les autres. C'est un peu comme au théâtre, en fait. Tout simplement, on est obligé d'écouter l'autre, sa réplique et tout. Donc c'est ça qui est agréable. Les musiciens qui sont à l'Orchestre national sont détenteurs d'un savoir. Quand on rentre dans cet orchestre, on a un héritage qu'on transmet. Et le programme des apprentis, en dehors de la pratique très technique de chaque instrumentiste, du niveau très poussé qu'on est de technicité, les musiciens ont à cœur toujours de transmettre cet héritage-là. Si la musique classique était une couleur, pour moi ce serait les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que dans la musique on a de tout et que dans les couleurs aussi on a de tout. On peut avoir du très sombre, du noir ou du très beau, de l'éclatant. C'est une musique multicolore et du coup qui n'a pas qu'une seule couleur. Alors, comment êtes-vous devenu le chef d'orchestre de ces élèves ? C'était... En fait, le programme des apprentis du National existe depuis maintenant 5 ans. Et la direction de cet orchestre était dévolue à un chef assistant du maestro Kurt Masur. Et depuis cette année, en fait, et tout au long de la préparation de ces nouvelles promotions, j'ai toujours participé au travail avec les musiciens, toujours été très proche des conseils qu'il fallait leur apporter, etc. Et depuis cette année, il n'y a plus d'assistant pour le maestro Kurt Masur. Et donc, la responsable des programmes pédagogiques, Marie Fauché, la responsable des programmes pédagogiques de l'Orchestre national, m'a proposé de prendre en charge la direction de cette promotion. Et en quoi vous semble-t-il important de transmettre votre expérience et votre passion à des jeunes ? Moi, je suis d'une famille de musiciens. Depuis que j'ai à peu près 11 ans, je crois que déjà avec mes parents, j'allais déjà dans les écoles pour présenter le violon, pour parler de la musique, etc. Et je trouve que c'est le devoir des musiciens, des instrumentistes d'orchestre, et même mais pas que en musique classique, aussi en jazz ou en musique du monde ou en musique actuelle, d'aller vers ce public qui est complètement ouvert et à qui parfois on n'a pas donné la chance d'accéder aux salles de concert, d'accéder à certains types de musique qui va être abreuvé d'une culture de masse, on va dire, sans avoir parfois la possibilité d'approfondir les choses. En musique classique, par exemple, c'est important de dire que les musiciens, pour nous, ce n'est pas uniquement en queue de pie noire, en chemise blanche le soir avec un nœud papillon. Ok, bon, je vous remercie. On va retrouver maintenant Soisic Leroy, qui est une ancienne élève du conservatoire et qui va nous parler de son expérience de musicienne. Tout d'abord, nous regardons un deuxième reportage, un sujet réalisé par Benjamin Bunel. Pardon.
Très souvent, je dis la musique, c'est un peu comme la grande cuisine, quoi. Je veux dire, c'est les ingrédients, mais c'est le dosage, c'est la cuisson, c'est toutes ces choses-là. Et pour moi, la musique, c'est cette alchimie. Les notes en elles-mêmes sont rien, c'est tout ce qu'on va mettre dedans, comment on va les articuler les unes à côté des autres et en faire un tout. Alors, la pédagogie, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très particulier. Les vrais grands pédagogues, je pense que ce sont des personnes qui ont la fibre pédagogique. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend pas. Le contact avec les enfants ou les jeunes, même pour des gens de grande expérience, parfois, c'est très difficile de transmettre son savoir. Et l'harpe est un instrument qui a une facture essentiellement française. Sa facture moderne a été développée par un luthier français. Le répertoire aussi est aussi beaucoup français. Je veux dire, ce sont quand même les grands compositeurs impressionnistes qui ont développé l'instrument. Je parle de Fauré, de Ravel, de Debussy. Et donc, en tant que harpiste française, on a vraiment quelque chose, une sorte de patrimoine à transmettre. Et la musique française est quelque chose de tellement particulier et tellement dans les nuances que c'est assez difficile, justement, à transmettre ces nuances-là. Mais c'est ça qui est passionnant. Ces élèves-là viennent dans notre lycée parce qu'on leur propose un horaire aménagé pour qu'ils puissent, le matin, suivre les cours d'enseignement général pour préparer leur bac et l'après-midi, suivre les cours au conservatoire. Ça a toujours ce côté. Oui. Ce qui est très populaire aussi, c'est mais dès l'introduction, c'est l'harmonie très jazz. Oui. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on appelle une harmonie très jazz ? La 7e. Voilà, les 7e, les 9e. Hein. Or, ça, c'est déjà beaucoup plus savant que populaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, et ce qu'on avait... Moi, j'ai toujours aimé la musique classique. C'est une rencontre que j'ai faite à l'école aussi. C'est peut-être aussi pour ça que c'est si important pour moi de montrer que l'école est un lieu public. C'est un lieu où tout le monde peut aller. Et c'est un endroit où beaucoup de gens peuvent rencontrer la culture pour la première fois. Et parfois la dernière fois de leur vie. Moi, j'en suis un exemple. C'est-à-dire que je viens d'une famille où on aimait bien la musique, mais sans plus. Et j'ai découvert la musique classique grâce à un prof de musique en 6e. Et une bonne femme qui était franchement pas sexy. Hein. Mais, je sais pas, elle avait une passion, elle a réussi à transmettre quelque chose. Donc moi, j'ai toujours écouté beaucoup de musique classique. Nous, on leur apporte surtout beaucoup la culture. Il est évident qu'on ne va pas leur apporter la partie technique, la partie instrument. Avec un programme qui est spécifique. Je les emmène au concert. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont indispensables. Hein. Le travail d'écoute, oui, c'est vrai en cours. C'est le spectacle vivant, c'est tellement plus parlant encore que d'écouter un disque dans la salle de cours que finalement, il faut aussi privilégier. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Comme on n'est pas forcé de trouver un sens tout de suite à ce qu'on écoute, nous-mêmes, les premiers, des fois, on trouve ça un peu rébarbatif. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse aussi nous expliquer l'intérêt de l'œuvre. Ça peut changer notre avis sur la musique. Et puis surtout de ne pas s'arrêter à une première impression, c'est-à-dire on a écouté un morceau qui appartient au répertoire classique, on se fait une idée et ça y est, on aime ou on déteste la musique classique parce qu'il y a vraiment un répertoire très vaste et varié. Je pense qu'il n'y a pas que les musiciens qui ont le droit de parler de musique. Je pense qu'on est beaucoup à être des amateurs et pour peu qu'on réfléchisse, qu'on sache écouter, on a son mot à dire sur la musique. La culture nous appartient un peu à tous, à partir du moment où on s'y engage. L'année dernière, j'avais une classe de terminale. À la fin de l'année, ils ont vraiment dit ce qu'on retient de votre cours, c'est la culture que l'on a accumulée depuis 3 ans qu'on est au lycée, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est très agréable à entendre parce que ça prouve qu'on a servi à quelque chose. Jusque dans les années 1960-1970, l'apprentissage de la musique était extrêmement codifié. On allait au conservatoire, on faisait d'abord 1 ou 2 ans de solfège avant de commencer un instrument de musique. Les choses ont beaucoup évolué maintenant. On commence beaucoup plus par l'apprentissage, la pratique elle-même, et même le solfège, on l'apprend maintenant avec des méthodes qui sont beaucoup plus intuitives, avec un éveil à la musique qui passe par l'écoute des sons, l'apprentissage par la musique et non pas par le texte. Nous avons cette volonté de transmettre non seulement l'histoire de la musique depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, mais également de montrer
comment cette musique et les outils de la musique, les instruments de la musique ont pu évoluer. Pour cela, nous avons plusieurs systèmes d'accompagnement pédagogique. On a des enregistrements spécifiques pour les enfants avec plusieurs parcours qui sont préparés. On a des documents que l'on donne au professeur et comme ça, il peut préparer la visite en amont. On a cette volonté ici de s'adresser au plus grand nombre au travers de toutes les cultures. La musique est vraiment un langage universel qui est compréhensible par tout le monde, dans tous les pays, je veux dire. Et c'est ça qui est magique, c'est que c'est le plus grand moyen de communication. Si dans la vie de tous les jours, je veux dire, la musique était plus présente, il y a beaucoup de conflits qui seraient évités, je pense, parce que les gens au moins se retrouveraient sur cette chose-là. Soazic, bonjour. Bonjour. Quel souvenir gardez-vous de votre expérience au conservatoire? Eh bien déjà, j'ai de très nombreux souvenirs et de très beaux souvenirs. C'était vraiment une belle expérience avec un enseignement très riche. J'ai eu la chance de commencer très jeune. J'ai commencé le solfège à l'âge de 6 ans. Ensuite, j'ai commencé la flûte traversière à l'âge de 8 ans. Et je suis restée au conservatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, en flûte traversière. J'ai fait de l'orchestre, j'ai fait de la musique de chambre et j'ai aussi fait du chant choral. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, où en êtes-vous de votre parcours de musicienne? Est-ce que la musique classique a-t-elle été un atout aussi pour vous? Alors aujourd'hui, je ne suis pas devenue professionnelle de la musique. J'ai gardé ça comme loisir et comme passion. À 18 ans, quand j'ai arrêté le conservatoire, je suis partie faire mes études, donc j'ai arrêté momentanément la musique, j'ai repris quelques années plus tard. Et en fait, je me suis dirigée vers un genre tout à fait différent, qui est la musique folk, la musique celtique traditionnelle, que j'ai découvert un peu par hasard. Donc en fait, j'ai démarré l'apprentissage d'un nouvel instrument qui est la bombarde, qui est l'ancêtre du hautbois en fait, voilà. J'ai intégré un groupe de musique bretonne, ça s'appelle un bagad. Voilà. Et c'est quelques années plus tard où j'ai repris ma flûte traversière pour intégrer un groupe folk pour animer des bals et des fêtes. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais pas pu aller vivre cette expérience-là aujourd'hui sans l'apprentissage de la musique en conservatoire. Maintenant, ça a été aussi un peu un frein dans le sens où c'est un enseignement vraiment basé sur la partition, sur le respect de la retranscription de ce qui est écrit. Et quand on part sur un registre différent comme la musique traditionnelle qui est très orale, je me suis retrouvée en fait complètement bloquée par la partition. Et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher petit à petit de... Okay. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Après avoir abordé la musique d'un point de vue pédagogique, nous allons maintenant l'aborder d'un point de vue manuel, avec la lutherie. Nous retrouvons donc en duplex Nicolas Perrin, qui est luthier, un luthier renommé. Bonjour Nicolas Perrin. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, le métier de luthier, ça consiste à réparer, fabriquer, restaurer les violons, alto, violoncelle, les contrebasses, donc les instruments du quatuor. Les autres instruments dans l'orchestre, on va appeler ça des facteurs. On va être facteur de guitare, facteur de piano, facteur d'orgue. Ce sont d'autres métiers et on emploie le terme de facteur. D'accord, très bien. Et comment vous êtes venu cette passion pour les instruments? Est-ce que vous étiez d'abord un passionné de musique classique? Oui, alors je suis issu d'une famille de musiciens. Mon père était prof de guitare classique. Et puis j'ai commencé le violon à 6 ans. Donc ensuite violon, solfège. Et quasiment dès l'âge de 8-9 ans, je voulais être luthier. Donc je me suis donné les moyens pour devenir luthier. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Nous arrivons donc au terme de cette émission et nous allons nous quitter avec quelques notes de musique. Monsieur Donat nous fait l'honneur de nous jouer quelques notes du double de la sarabande de la première partita de Jean-Sébastien Bach pour violon seul.
En attendant que l'invité se prépare, je tenais à vous citer un auteur belge, Paul Carvel. La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles du monde.